Le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré au thème des émergents. Ce soir, avec un événement d'ampleur qui commencera la semaine prochaine en Chine, l'ouverture du Plénum, grand rendez-vous politique annuel. Qu'en attendent les économistes? Écoutez à ce sujet Irina Topasseri, économiste senior en charge des émergents chez AXA IM. C'est le cadre particulier que la Chine s'offre pour poser plutôt des jalons de long terme. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va avoir un impact conjoncturel, mais c'est intéressant parce que la Chine a le temps de ses cycles, donc il prend son temps, elle peut prendre son temps, donc elle peut regarder plus loin. Alors, le fait d'avoir décalé cette réunion majeure a peut-être allumer un petit peu d'espoir qu'il y aurait des grandes annonces, etc. Sauf que il n'y a rien, absolument rien, qui puisse laisser croire cela, parce qu'il n'y a rien dans le débat public actuel en Chine qui laisse entrevoir une réelle prise de décision à venir. Et je pense que là où on les attend, en tout cas, en ligne avec ce qu'ils ont annoncé, et là encore, ils peuvent faire des annonces et ils peuvent les suivre. Ça a été cette nouvelle vision à ce que l'économie chinoise ne soit plus une économie drivée par les exportations, mais bien qu'elle devrait commencer à regarder vers la demande intérieure. Et là, elle a de quoi développer, parce que c'est quand même une énorme économie, donc elle pourrait. Des économies de cette taille-là, en général, ce sont des économies fermées. Il n'y a que la Chine qui a fait ce tremplin extraordinaire vers on cherche la dualité, c'est ça comme ils disent. Mais oui, et l'aspect dual. Exactement, bah oui. Et donc du coup, on aurait pu imaginer qu'on commence à avoir justement, qui se donnent les moyens de parvenir à leur but. Et là, on n'a jamais entendu dans le débat public ou dans les phrases de Xi Jinping qui sont à souligner, parce que souvent les mots-clés sont là. Et on n'a jamais entendu, parce qu'en fait la clé de la réponse de leur changement de système, ou en tout cas bascule qui se fera dans le temps, c'est de développer un maillon de sécurité sociale qui permettra aux ménages chinois de dépenser, parce que c'est ça la demande domestique, c'est la demande intérieure qui demande de dépenses. Et c'est le sujet depuis 20 ans au moins. Exactement. Et l'entrée de la Chine dans l'OMC. Voilà, et en fait cela ne s'est pas passé. Les Chinois sont toujours très prudents, très peureux, et épargnent un maximum. Épargnent un maximum, donc à juste titre, puisqu'ils n'ont pas de chômage, ils n'ont pas de retraite, effectivement. Leur système de protection sociale est très faible, et c'est là où devrait venir justement ce troisième plénum répondre à quelque chose. Mais on a très peu de sensations que cela se fera à ce plénum. Et vous expliquez ça comment à ce stade? Il y a une forme d'incapacité à mettre en place ce safety net, ce filet de sécurité que tout le monde attend depuis 20 ans. C'est trop complexe à l'échelle du pays. Il y a un manque de volonté de le faire. Souvent, quand on parle avec les spécialistes en Chine, bien sûr, il y en a certains qui pensent que en fait, c'est vraiment une prise de conscience qui n'a pas été faite en fait. Donc ça veut dire que ça prendra un certain temps peut-être possible. Il y a encore un stade de déni à dépasser peut-être. Oui, et on l'a senti aussi durant le Covid. Ils sont pas prêts ils sont idéologiquement peut-être pas prêts à penser que soutenir le petit consommateur est quelque chose qui crée de la valeur en fait. Et donc à ce titre, pour changer justement la structure économique, ils ont beaucoup de mal à mettre en place ça. Ça devrait venir. Et enfin les voix sont audibles. Nous. Il y a beaucoup d'intervenants, économistes et autres, le FMI, etc. Tout le monde en parle. Donc, ils sont au courant et pourtant, ils ont encore la main pas encore sur le bouton. Voilà, donc ça prendra son temps probablement. Bon, un plénum que les spécialistes suivront. En attendant, il y a aussi des sujets de terrain peut-être un peu plus pragmatiques. Alors, au-delà de la situation française, il y a quand même un nouveau Parlement, un nouvel exécutif européen qui va voir le jour dans les prochains mois. La nouvelle commission sera en place début novembre. Irina, dans un contexte, on a bien senti que l'UE avait un peu pivoté sur l'idée d'un libre-échange parfait partout dans le monde. Mais d'une perspective chinoise, justement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir alors une économie américaine fermée aux produits chinois? Je crois qu'il n'y a pas de doute, quelle que soit la prochaine gouvernance politique américaine à l'issue des élections. En Europe, c'était peut-être un peu moins dans les radars et visiblement, il y a quand même quelque chose qui se passe de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a un chemin quand même pour que l'Union européenne et la Chine restent des partenaires commerciaux dans l'idée d'un rééquilibrage peut-être, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus conflictuel qui peut se mettre en place?
Alors c'est sûr que le changement d'attitude de l'Union européenne est majeur, parce qu'effectivement nous avons été souvent en Europe les derniers porteurs des valeurs du libre-échange. C'est bien dit. Donc il y a un vrai changement là-dessus qui est assez fortuite pour la Chine en termes de timing, parce qu'on disait ils ont besoin donc de développer leur économie locale, demande domestique, et en même temps comment la financer si on leur coupe le bras qui est aujourd'hui essentiellement à l'exportation. Donc ça, c'est pas très bien dans le séquençage des événements, je trouve, pour la Chine, et ils sont très conscients de ça. Je pense que néanmoins qu'on peut quand même encore négocier avec l'Union européenne, ça c'est la bonne chose. Ouais. Et je pense que de manière, vu du côté on n'est pas au niveau de conflictualité qu'ont les États-Unis avec la Chine aujourd'hui. Je pense pas. Et d'ailleurs, du côté chinois, quand ils regardent ce qu'on a imposé en termes de tarifs douaniers, par exemple sur le véhicule électrique, ça ne fait pas trop mal tant que ça. Bien sûr que ça fait mal, c'est tout ce qui est pris aux marges des entreprises exportatrices chinoises, mais il faut savoir que les marges sur le marché local n'existe pas. Oui. Et donc, c'est toujours intéressant d'exporter. Alors, j'avais regardé l'année dernière sur 10 millions de véhicules électriques en Chine produits, 1,2 million étaient exportés. Ouais. C'est encore pas beaucoup. Hein. Il y a une énorme demande domestique. À la production chinoise, oui. Et une demande domestique énorme. Ouais. Leur objectif, c'est de tripler l'exportation à horizon 2027. Donc, ça vient un petit peu en contrepoids, mais à ce prix-là, je pense qu'il y a encore moyen de faire business avec l'Union européenne, et ce n'est pas gênant. Après, je pense qu'ils ont d'autres moyens de contourner. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle contourner, peut-être le mot est fort, mais on voit les Chinois discuter avec pas que en Europe, mais en Europe, par exemple, avec la Hongrie, venir se positionner. Donc, c'est plutôt sur les IDE, donc les investissements directs étrangers, produire à l'intérieur de l'Union, et ils peuvent bypasser en quelque sorte cela. Et on a vu l'Europe. L'Europe a du mal aussi à taxer trop, parce qu'on a nous-mêmes nos propres producteurs qui sont implantés en Chine et qui réexportent vers l'Union européenne. Et là aussi, on ne peut pas. Donc, voilà, donc en Europe, c'est toujours un peu plus mitigé, on discute un peu plus, et je pense que les Chinois aussi, ce qu'ils ont comme fort argument de leur côté, c'est quand même la politique européenne qui va interdire le moteur thermique à horizon. Ouais. Et les Chinois ont la capacité de production qui est énorme et déployable très rapidement. Ouais. Donc on reste quand même dans un chemin qui permet cette relation commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. Intéressant, à propos d'ailleurs de ces relations commerciales, on a souvent l'idée conflictuelle Chine-États-Unis, rééquilibrage peut-être entre l'Europe et la Chine, mais intéressant de voir aussi ce qui se passe du point de vue de pays émergents majeurs vis-à-vis du partenaire chinois. Et j'en veux pour preuve toute une série d'exemples, à commencer par celui de l'Indonésie, qui veut mettre des tarifs de 100 à 200% sur certains produits chinois importés pour laisser vivre aussi son industrie locale. On parle d'un pays qui est quand même, j'imagine, sous perfusion, en tout cas inondé d'investissements directs chinois. Donc quand on annonce ce genre de mesures, j'imagine qu'il faut bien faire attention là où on met les pieds, Irina. C'est vrai. Alors si je termine... Et il n'y a pas que l'Indonésie. En Amérique latine aussi, on voit des pays qui commencent à monter les tarifs vis-à-vis des produits chinois. C'est pas le cas de l'Indonésie, et je reviendrai dans un instant. Mais c'est vrai que on a vu, les Chinois ils voient très bien qu'aux États-Unis, aux États-Unis déjà, ils n'exportaient pas beaucoup de véhicules électriques, par exemple. L'Europe, c'était leur terrain choisi. Oui. Bon, ils voient qu'ils sont tendus là-dessus, mais ils n'ont pas attendu ça. Ils ont commencé déjà à vendre un petit peu aussi dans les pays émergents. Et dès qu'ils arrivent, ils sont gros. Enfin, assez vite, ils noient un peu les producteurs locaux. Et donc, par exemple, sur le véhicule électrique, je pense notamment à la Turquie qui lance le président Erdogan lance son modèle phare. Enfin, il y a un seul, le premier modèle turc de véhicule électrique. Et lui, tout de suite, il a dit on va mettre un arrêt à la frontière. Et il comprend très bien pourquoi, parce qu'il a bien vu comment ça se passe. Quand ils arrivent, c'est trop vite. Pour la Turquie, pour l'exemple turc, par exemple, 10% des ventes aujourd'hui en Turquie sont des véhicules chinois. Pas que électriques, mais ils sont déjà très bien implantés. Alors, taxer le véhicule, je ne sais plus, je crois qu'eux, ils veulent taxer à 40% les véhicules chinois. Donc bon, ça va freiner quand même un petit peu, mais je pense que ça va donner de l'air. Surtout ce que ça a affecté le véhicule chinois, parce qu'il est très peu cher, ça affecte le marché secondaire, le marché d'occasion. Le marché d'occasion, entre un véhicule neuf, pas cher, chinois, et un véhicule européen de deuxième main,
il va être très bien équipé, votre véhicule chinois, en fait, mine de rien. Donc, en fait, il y a d'autres canaux de solutions. Par contre, l'Indonésie, c'est pas encore ça. Alors, l'Indonésie a aussi une idée, c'est très, malgré le changement politique, il n'y a pas de changement de vision, en fait, de long terme en Indonésie. L'Indonésie reparle aussi de réindustrialisation, production locale, etc. Cela dit, les taxes auxquelles tu fais allusion, taxes particulièrement 4 types de produits, c'est le textile, les chaussures sport, les jouets, et j'ai oublié le 4e, mais c'est des produits céramiques. Les produits céramiques, voilà. Oui, j'ai vu ça. Donc bon, c'est une énorme taxe, je me sens à 200%. Mais alors, il faut dire que tous ces 4 produits ensemble ne font que 7% des exportations. Donc c'est très ciblé. Oui, c'est très ciblé. Et en fait, donc du coup, ils ne se fâchent pas entre eux. Tout ça, c'est... D'accord. Voilà, ils veulent que leurs producteurs locaux sur ces produits-là sont des petites SME, donc il faut des PME, donc il faut les aider. Donc voilà, ils font un petit peu ça. Mais quand même, la Chine reste le premier importateur et le premier exportateur. Une rupture du contrat dans la relation entre la Chine et l'Indonésie. Donc en fait, il faut les voir cas par cas, mais quand même tout le monde... Enfin, il y a un réveil quand même des nouvelles règles du commerce mondial. Les barrières vis-à-vis des produits chinois montent partout dans le monde, y compris dans des pays partenaires dans la sphère émergente. Oui. Chine-Inde, comment vous voyez le match du siècle, si je puis dire? Est-ce qu'il n'y a pas un géant de trop là dans la sphère émergente et au sein du Sud global? Donc Modi a été réélu, repart pour un tour. La Chine, comme vous disiez, a le temps de ses réformes et de son agenda. Et partir d'autres, Mais on sent quand même que là, il y a 2 superpuissances in the making dans la sphère émergente et du Sud global, et qu'il n'y aura peut-être pas de place pour les deux. Je pense que c'est difficile d'avoir 2 colosses. Si on pense à la Chine, je pense que c'est absolument non duplicable, ce qu'on a vu en Chine. Le modèle chinois était unique en son genre. Alors effectivement, il est un peu dupliqué au niveau des petits pays autour d'elle, mais grâce à la Chine qui a tiré en fait ça. Mais c'est difficile de faire comme eux, parce que d'abord, le système de prise de décision n'est pas le même. Donc je pense que structurellement parlant, on ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que les Indiens sont allés sur les services. Et ça a marché très bien, parce qu'ils sont les premiers exportateurs de services financiers, services compta, etc. On connaît IT, et bon, ça marche très bien. Modi parle effectivement de Make in India. Donc lui aussi, il veut la même chose. En fait, tout le monde dit la même chose. C'est ça qui est inquiétant, parce que pas tout le monde peut le faire. Donc lui aussi, il veut industrialiser, ou en tout cas permettre aux étrangers aussi de venir. Je pense qu'il y a des discussions sur certains producteurs de téléphones portables à s'implanter. Mais ça ne change pas beaucoup, parce qu'une ou 2 entreprises à la taille de l'Inde ne changent pas beaucoup. Ça changeait beaucoup au départ de l'histoire vietnamienne, parce que quand on est très petit, effectivement, il suffit de 2 grands... Partant de zéro sur un petit niveau, mais là, sur l'Inde, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ça, c'est, je pense, peu probable que ça puisse faire la même répercussion. Et après, j'ai l'impression que les velléités de Modi ne sont pas les mêmes non plus. En fait, il prend lui aussi des décisions d'ailleurs protectrices. Lui aussi, il est assez protecteur. Mais c'est plutôt une protection de l'Inde plus que vouloir une certaine hégémonie ou une certaine qu'il irradie un peu sur des zones. Je pense qu'il est moins intéressé là-dessus. Et d'ailleurs, son mandat, il est aussi quand même légèrement moins fort. Donc je pense qu'il fera très attention à rendre ce qu'il faut sur le plan local, plus qu'un focus extérieur. Donc non, ça ne sera pas la Chine, mais ça n'empêche que il a quand même une belle histoire devant lui sur plusieurs années, avec des grands enjeux, mais ça sera pour dans tous les décennies qui suivent, il aura bien sûr, les objectifs 2030, 50, etc. Voilà. Mais ça veut dire que l'Inde, par exemple, vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis du monde occidental, reste un pays un peu... entre deux de ce point de vue-là, mais je pense qu'il reste entre deux par rapport à d'autres aussi, comme la Russie et autres. Voilà. Donc, effectivement. Oui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ces pays émergents qui ne peuvent pas se permettre de prendre part. Donc, quand on parle du du Global South, oui, c'est ça. Et donc, il y a quand même des pays qui font la liaison entre ces deux univers. Oui, donc c'est très très difficile. On voit qu'il y a un peu, on peut pas être aussi catégorique. On peut pas trancher si facilement. Et c'est le cas d'ailleurs de la Chine, qui ne tranche pas tant que ça non plus, qui reste aussi. Je veux dire, tout le monde reste un petit peu, la Turquie aussi, qui joue un nombre de multiples rôles. Je pense que c'est beaucoup plus difficile quand même. Et si le Global South ne se réunit pas ensemble pour faire vraiment un front aux pays développés, c'est pas le cas quand même aujourd'hui. Et fort heureusement, parce que ça serait encore à revenir dans des situations qu'on a connues par le passé qui sont pas quand même réjouissantes. Donc je pense il y a moyen, mais ils sont quand même assez opportunistes parce que leur situation les oblige aussi.
Irina Topasseri, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXA IM, qui était dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.